Je dois être prudent cette semaine parce que mon invité est crevé. C'est une sorcière pas comme les autres qui est une vraie perle. Elle est dans un monde à part et c'est loin d'être une mère ordinaire. Mon invité cette semaine, Bianca Gervais. Hey, c'était fort! Merci. Hey, j'ai aimé ça, il y a un travail de recherche. Oui, il y a quand même une petite recherche. Pour débuter, pour briser la glace, Ouais. Bianca, première question. Est-ce que tu as encore la tétine congelée de ton chum? Je ne pas de mise en contexte. Non. Est-ce que tu me permets Ben, une mise en contexte? Je veux tout savoir. Parfait. J'ai entendu ça quelque part, puis j'ai fait « Wow, c'est tellement... Ça veut tellement dire de choses. » Parfait. Tu me diras qu'est-ce que toi, tu vois à travers ça. Ouais. J'aime garder les artefacts de ma famille. Donc, mettons, j'ai un petit livre avec la première blessure de mon enfant. J'ai épongé le sang, puis je l'ai conservé. Okay. La première mèche de cheveux. Beaucoup d'ADN, là, tu sauras. Mais le premier « Je t'aime », tu vois, je l'ai tatoué ici, là, quand ma fille a appris à écrire. J'ai le premier barbeau de mon autre enfant en tatouage. Là, t'as une face qui juge. Non, je juge pas, j'essaie d'observer. d'observer. J'observe et j'essaie d'analyser que veut dire le barbeau. C'est un « Je t'aime ». J'essaie de m'imaginer aussi comment tu as fait l'impression de la feuille de papier gribouillée à un tatoueur, comment... Je l'ai amené chez le tatoueur. OK, fait qu'il l'a reproduit. Exactement. Avec une acétate. Exactement! Mais bref, tout ça pour dire que, puis à un moment donné, est arrivé Sébastien Diaz, Ouais. mon mari avait un accrocordon. Tu sors avec Sébastien Diaz? Oui, on est mariés. Puis je l'ai pas loué, là. C'est ça, t'as pas... Je l'ai pas loué. On va pas parler beaucoup. Non, je suis très discrète à ce sujet-là aussi. Mais donc, il y avait un acrocordon, c'est tout ça? Oui, et il y a quelque chose que tu peux utiliser là, à la pharmacie que ça fait tomber, l'accrocordon. Okay. Puis j'étais en dilemme moral. Est-ce que je le garde en souvenir? Prends des notes à la maison. Prends des notes. Je l'ai conservé un tantinet. OK. Puis à un moment donné, quand je faisais des visites de la maison, évidemment, arrivait le bout où je le sortais à la visite. Mais il faut une fin à ça. OK, c'est ça. Fait que tu l'as pas gardé? Non. OK, parfait. Je pense qu'au niveau des valeurs, là, tu peux pas faire ça. Non, c'est ça. Mais ça reste quand même d'autres anecdotes à raconter. Si on passe un niveau plus sérieux, est-ce que tu connais l'histoire de ton prénom? Est-ce que tu sais pourquoi tu t'appelles... Est-ce que tu es la plus vieille chez vous? Oui, je suis la plus vieille. Donc, tu t'appelles Bianca. Oui, Est-ce que tu connais l'histoire? Est-ce que tes parents te l'ont raconté? bien sûr. OK. J'ai failli m'appeler Maxime, mais finalement, mon père adorait le disco, là. Tu sais, mes parents, ils ont 64, je veux pas trop les vieillir, mais ouais. Puis mon père capotait sur Bianca Jagger, qui était la femme de Mick Jagger, puis elle sortait au Studio 54, puis elle avait des grands chapeaux, puis elle était magnifique. Elle est même arrivée en cheval blanc un jour. Ah ouais? Ouais. Puis elle dit, Bianca ce sera ton nom. Puis ils ont regardé la définition. Ouais. Et ça voudrait dire comme un lys dominant la prairie. Ah, wow. Tu n'auras pas d'ennemis. Wow! Comme quoi, tous les gens aiment les Bianca. Fait que c'est pas c'est une connotation italienne, c'est blanc en italien, Oui. Bianca, Bianco. Est-ce qu'il y a une racine italienne chez vous? Je sais que tu as grandi à Villemort et tu te faisais garder par Vincenza. l'oncle et la tante de Marina Orsini. Hey, oui! J'ai une petite fille de Villemort, grandie dans une ruelle, puis c'était très Michel Tremblay. Il y avait Mademoiselle Pronovo qui était à gauche, qui était une vieille fille, parce qu'elle était, comme Émilie Bordelot était professeure d'école. Mais pas de lien. Pas de lien. Pas de lien. Il y avait les sœurs qui étaient là, il y avait Armando, puis qui était là, puis il me semble qu'Armando, il était libanais, puis là, il y avait Vincenza, qui était la tante de Marina Orsini, puis Tony. Puis ils m'ont gardé très, très longtemps. Donc, j'ai pas été en garderie. Okay. Mais bref, je pense que ce nom-là est de l'appropriation, clairement, parce qu'on n'a pas de racine italienne. OK. Parce que vous êtes quand même, j'ai-tu le droit de dire ça avant de me faire canceller, mais vous êtes quand même tous foncés à la maison. On pourrait croire à des origines plus latines, mais c'est pas le cas. Non, puis tu sais, je sais que j'ai une personnalité très aérienne, gestuelle, qui a du caractère. OK. Mais j'étais allée en Italie cet été. Oui. Puis j'étais comme... C'est mon peuple. Mon Dieu, que je me sens bien ici. Ouais. C'est tellement émotif, c'est tellement chargé. C'est ma que bella! Puis là, ça s'engueule pour du trafic. Puis après ça pleure. J'étais comme, oh, mon Dieu, j'ai un sentiment d'appartenance avec cette belle communauté. 0 à 100 et 100 à 0 en quelques secondes. C'est la demi-mesure, cette belle qualité que je possède. C'est ça. Puis, c'est quoi ta relation avec ton prénom? Est-ce que tu aimais ça t'appeler Bianca quand tu étais jeune? Est-ce que tu aimais ton prénom? Est-ce que tu n'aimais pas ton prénom? Est-ce que tu te faisais niaiser? Est-ce que les gens avaient des sobriquets? Des sobriquets. J'adore mon prénom. Eh bien, je trouve qu'il est vraiment figé dans le temps. Là. Les Bianca, c'est 90-2000. Il y en a moins. C'est pas comme un prénom qui va, je pense, vivre très, très, très longtemps. Dans 40 ans, ça sera pas un vieux nom qui revient. C'est ça. Okay. On sait que les Geneviève, il y en avait 4 par classe. Les Julie, il y en avait 4 par classe. Bianca, j'étais la seule. OK.
Ça, j'aimais beaucoup. Puis le petit Bibi pour les intimes, qui devient de moins en moins intime parce qu'à la radio, on m'appelle Bibi. Là, je me fais interpeller dans la rue en étant une Bibi. Fait que c'est comme si les gens rentraient dans mon intimité, mais j'aime ça. OK. Fait que là, maintenant, tu donnes le droit à des inconnus d'utiliser un surnom d'intimité. Ben, en fait, je sais tout de suite, s'ils m'appellent Bibi, c'est qu'ils m'ont entendu à la radio. Okay. C'est pas à la télé, c'est qu'ils écoutent la radio. Et est-ce que tu sais s'il y a des petites Bianca à cause de toi? Est-ce que tu as inspiré des... Hey, je pense que j'ai pas cette prétention-là. Ça aurait pu. Ah, j'aurais aimé ça. T'es tellement inspirante. Tu sais, j'ai appelé ma petite fille Bianca. Parce que... Non. Ben, non. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. C'est décevant, c'est des choses mais qui on arrivent. l'accueille. Moi, il y a quelques petits Ludovic à cause de moi. T'as inspiré des gens? J'aime pas. Oui, quelques-uns. Quelques-uns? Oui. Ben, dans les années 90, il n'y en avait pas énormément de Ludovic. Fait que, OK, c'est intéressant. Puis toi, as-tu la dualité du C et du K? Moi, je sais pas cette histoire-là. Du C et du K. En fait, le vrai orthographe, c'est L-U-D-O-V-I-C. Mais le CK, mon père disait que c'est ma mère qui avait insisté pour l'ajouter et ma mère dit que c'est mon père qui avait insisté pour l'ajouter. Qu'est-ce que tu l'as appelé toute ta vie? Est-ce que j'ai appelé? Non, je le laisse. Mais j'ai longtemps eu des Ludéric. Comment tu t'appelles? Ludovic, Ludéric, Frédéric, tu sais. Ça a été quand même assez long. Mais revenons à toi maintenant. La petite Bianca, 8 ans, qui veut devenir actrice, comédienne. Ça arrive comment cette piqûre-là? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Est-ce que parce que tes parents n'étaient pas dans le milieu? Non. Même si tu fréquentais la famille de Marina Orsini, c'était pas ouvert des portes. C'était pas assez pour te donner la piqûre ou de, tu sais, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Parce que c'est quand même une grande ambition là, pour une petite fille de 8 ans de Villemort. Ben, moi j'ai grandi. Moi je vais avoir 39. T'as quel âge, toi? 53. Ben moi, toi, tu fais jeune, ça te va bien. Ouais, c'est ça. Mais on a-tu les mêmes... on a à peu près les mêmes référents. Parce que j'ai aussi télévisuels. 60, comme un peu ton chum, c'est-à-dire 75 ans de culture générale, mais on a à peu près le même âge. Mais t'as-tu grandi avec le Club des 100 watts? Oui. J'avais mon t-shirt puis tout ça. La poignée de main, puis Faneuf, puis Ton sport préféré? Oui, clairement. Mais le vendredi, tu sais qu'il y avait l'espèce de lip-sync, là, tu sais, il invitait des... Puis moi, je m'en souviens, on était à Villemort, dans le duplex, grand-maman est en haut, nous, on est en bas. Puis j'écoute ça, puis je comprends pas que moi, je suis pas dans la télévision. Je comprends pas ça pourrait être moi, la petite fille, Karine Vanasse avec son côte d'hiver, qui chante provocante ou illégale. Hey, puis Karine, actrice formidable, femme formidable. Mais j'ai tellement longtemps été jalouse parce qu'elle avait fait ça. De ça, pas de Paname, pas de ça, non, pas d'un homme et son péché, du Club des 100 watts. Du Club des 100 watts! Mais là, je fais mon mea culpa, je m'excuse. Qu'est-ce que tu as, est-ce que tu as participé au... Non, j'ai harcelé ma mère. Okay. J'ai harcelé, mais pour qu'elle envoie mon dessin à Bibi Geneviève. Mais il est resté en haut du frigo pendant des années. Elle avait pas le temps. Elle voulait pas. Elle pensait que c'était un métier de débauche. Ah, OK. C'est pas une question de charge mentale. Parce qu'elle avait pas le temps. Je pense que c'est de la charge mentale de sœur jumelle. Elle voulait jumelle. peut-être t'épargner ça. Alors, je pense que oui. Puis c'est comme l'inatteignable étoile, là, aussi. Puis à un moment donné, j'ai été dans un camp de théâtre à 8 ans. OK. Pas le camp des artistes. Ça n'existait pas en... Hey, presque, là. Okay. Le camp, c'était quoi donc? C'était à Rawdon, là, tu sais, genre... Le camp du jeune acteur. Ah ouais, OK, quand même. Fait qu'il y avait une ouverture quand même de tes parents de t'envoyer dans un camp comme ça. Je pense qu'ils voulaient acheter la paix. OK. Je pense qu'ils se sont dit, hey, une semaine, après ça, elle va nous lâcher tranquille. Puis j'ai fait... On montait le malade imaginaire, Argan, le rôle principal. Quand même. C'est moi qui faisais le vieux monsieur de 80 ans avec sa canne, sa perruque. Mais 8 ans, le malade imaginaire, c'est quand même costaud, là. C'est ça. Supposément qu'il était dans la salle puis que la gueule, là, on fait « Ah, shit, OK, il y a quelque chose, tu sais. » Mais au bout d'harceler, je vais être dans TV, je vais être là. Ils m'ont trouvé un agent en se disant, mané, ça va s'éteindre, là, cette passion-là. Ouais. C'est juste que ça a monté très lentement par la figuration du 3e rôle, 2e rôle. Puis, qu'est-ce qui t'attirait autant dans la télé? C'était pour te voir une fois que tu allais chez vous? Parce que cet univers-là avait l'air donc bien incroyable. Qu'est-ce qui faisait que tu voulais absolument être dans la télé? Ouais, c'est une quête narcissique. C'est que je m'imaginais toujours dans un film. Tu sais, je me souviens, là, j'ai des images très précises qu'on est pogné dans le trafic, puis je m'imagine que je suis dans un vidéoclip avec une chanson de Julie Masse, puis j'essaie de pleurer au ralenti avant d'être dans la télé. Je fais des mises en scène avec mes sœurs, puis je suis la
on fait des spectacles de sous-sol, là, puis je suis la réalisatrice, la metteur en scène, mes sœurs m'écoutent pas, je leur donne des consignes, je suis fâchée parce qu'ils m'écoutent pas. Puis en même temps, j'ai le rôle principal, pauvre femme. Il y avait pas d'espace là, pour exister. Mais il y a un syndrome, je pense, du Truman Show. Là, c'est-à-dire que tu penses que tu es le Truman dans Truman Show. Là. Il y a un trouble, je me rappelle pas du nom, mais je pense pas que c'est ça. Mais donc. Mais c'est quoi ce syndrome-là? C'est que tout est revenu. C'est que tu penses que tu es pas dans une simulation, mais tu penses qu'il y a des caméras et tu es le centre d'une émission de télé, tu sais, que de caméras cachées ou un. Oui, mais en même temps, nous, on a grandi avec Musique Plus. On a grandi avec des VJ qui arrivaient un peu de nulle part, en quelque sorte. Il y avait des concours, puis là, tout à coup, il y avait une caméra d'en face, puis c'était possible. On a grandi avec Watatatao, qui organisait des concours. Oui, on c'est disait, vrai. viens passer des auditions. Puis que, tu sais, il y avait quelque chose qui était possible. Puis c'est bien avant la télé-réalité, là, où on prenait... Puis il y a 30 ans, parce que tu soulignes tes 20 ans, c'est-à-dire t'en parles dans chaque entrevue depuis à peu près un an. Ben, c'est correct, go for it. Là. Je sais pas pourquoi. Il y en a tellement qui n'ont pas cette chance-là de durer, qui ont de la misère peut-être à dépasser le stade de l'enfant vedette ou l'enfant comédien. Tu sais, toi, t'es quand même capable de perdurer pour... Mais je pense que c'est plus profond que ça si j'en parle sans cesse. Aurais-tu aimé ça avoir un spécial au Métropolis ou quelque chose comme ça? Où on met les meilleurs moments, mais... Non, pas ça. C'est que je trouve que ça fait 30 ans qu'il a fallu que je me batte beaucoup pour une quête de crédibilité. Puis que des fois, on l'oublie. Fait que des fois, je fais, non, je la connais, la game. J'ai marché cette trail. Je sais où ça va. Je suis riche d'une expérience. Fait que des fois, je le ramène. Ben, parce que des fois, il y en a qui ont la mémoire courte. Voilà, merci. Et il y a 30 ans, ton premier contrat, c'était quoi? T'en rappelles-tu? Ben oui, je m'en rappelle. C'était une télésérie, je sais pas si tu t'en souviens. Lobby? Oui, OK. Oui, je me rappelle de ça. C'est qui l'actrice principale? Isabelle Richer. Puis, ouais. C'est les coulisses du lobbying et les coulisses politiques et tout. Là. Respect! Je me rappelle surtout des annonces qui jouaient parce que je l'écoutais pas, mais ça me... Mais il y avait des scènes de tout nu, on était jeunes. Ah oui, OK. Réalisé par Jean-Claude Laure. Oui. Puis là, je me souviens, je faisais Astrid, 3e rôle muet. OK. Donc, ça veut dire que... Tu ne parles pas, mais tu as une interaction directe avec les personnages principaux. Wow! Déjà, j'ai un nom de personnage, je suis pas comme 308. C'est ça. Là, policier numéro 2. Là. Exact. Puis là, je descends les escaliers en chantant « Bonne fête ». OK. Je suis l'amie de la fille. Mais... Oui, c'est vrai. Mais enfin, je pense que si c'est crier en même temps collectivement, ça compte pas pour une réplique. Okay. Mais bref, on a appelé la famille. Moi, j'ai de la famille au lac. On a appelé la famille au lac. J'ai averti toute mon école. Puis là, le lendemain, tu sais, la fameuse télévision là, sur roulette qu'on tirait. Là. Que t'es comme, yes, pas de cours de maths aujourd'hui, on écoute un film. Oui! Ouais. Mais là, on l'a tiré collectivement pour m'écouter. Mais je me souviens que mes amis ont fait « Est-ce que tu repasses plus loin? » Puis c'était ça. Fait que c'était comme... J'ai comme réalisé que c'était pas beaucoup en même temps. Tu comprends? J'ai fait « Ah, dans le fond, c'est petit. Fait qu'il faut que ce soit plus. » Toujours plus. Fait qu'il faut que la télé revienne, mais que je dise des mots. Puis, si c'était à refaire ce parcours du combattant-là que tu vis depuis 30 ans, mais que tu as commencé très jeune, à 8 ans, on est une petite fille, ta fille, ta plus grande, a 9. Oui. Elle est déjà plus vieille que toi quand tu as commencé. Si c'était à refaire, est-ce que tu as des choses que je changerais? Ouais, des choses que tu changerais ou des pièges que tu éviterais? Ou... Par dizaines. Comme quoi? Mais en même temps, je sais que c'est cliché de dire ça, mais ils ont formé ma résilience et je veux pas dire que En fait, avec le temps, je pense que j'ai tellement été challengée, perçue un petit peu comme l'underdog, c'est correct, mais que ça fait que je suis toujours là où on s'y attend pas. OK. Fait qu'on a dit, c'est juste une actrice, je vais aller animer. OK, ben on va y offrir des shows d'animation de famille, je vais aller réaliser. OK, fait on pourrait y offrir de la réalisation. Je vais retourner au jeu. Fait que bref, il y a une espèce de... Je vais être là où vous y attendez pas, les chums. OK. Mais oui, il y a plein d'erreurs en cours de route. Mais cette époque-là est pas pareille que celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des trucs qui n'existent plus, il y a des réalités qui n'existent plus. Bien dit. C'est des réalisateurs qui crient après le monde. Ça n'existe plus tant. T'as raison. Ou les gens sont plus sensibles à ça. Oui. Mais tu sais, des erreurs que j'ai faites, j'ai manqué de patience. Quand tu commences très jeune, il y a des transitions. Fait que t'es un enfant acteur,
sans doute que ta douce aussi a expérimenté ça. T'es un ado acteur, t'es un jeune adulte acteur, puis t'es un adulte acteur. Mais les transitions entre jeune adulte, entre ado et adulte, là, c'est une période de traversée de désert. Faut que tu t'y accroches, c'est long. On s'ennuie que t'étais cute. On s'ennuie on veut plus voir tes longs bras puis tes boutons. Ouais. Fait que bref, c'est des périodes où j'ai essayé trop vite d'être une adulte, où j'ai joué à être une adulte, puis je me suis déguisée en pitoune. Fait que ça m'a ralenti parce que collectivement, dans l'imaginaire collectif, ça m'a enlevé des points de cerveau. Tu t'es déguisée? Oui, je me suis déguisée j'ai fait, ah oui, je suis trop jeune pour jouer les jeunes femmes. Et checkez-moi bien, je vais être une femme. Fait que j'ai foulé les tapis rouges en étant comme... Beaucoup. C'est peut-être la réponse à la question Mylène Saint-Sauveur, en fait. La question Mylène Saint-Sauveur, c'est une question que pour toi, qui a un peu vécu la même chose que toi, parce qu'elle aussi, elle a commencé très jeune. Est-ce qu'il y a eu un moment où une action que tu as posée pour dire quelque chose, genre « Hey, je ne suis plus une enfant, je suis une femme, prenez-moi au sérieux », un genre de Miley Cyrus qui n'était plus Hannah Montana ou Marie-Soleil Touga qui s'est rasé les cheveux. T'as-tu un moment comme ça? Est-ce que fouler les tapis rouges en pitoune, ça fait partie de ça? Oui, mais ça, c'est pas positif. Tu sais, pour moi, après ça... C'est pas obligé d'être positif. Ah, c'est pas obligé, OK. C'est pas obligé. Parce que, tu sais, après ça, si, mettons, tu te déguises en pitoune, on va t'offrir pendant 5 ans des rôles de pitoune. Ouais. Après ça, désamorcer tout ça, incarner une scientifique par la suite, va te prendre tellement de temps avant qu'on te dise « Voici l'étiquette pour passer une audition », tu sais. Ouais. Oui, j'en ai fait. Me déguiser en femme alors que j'étais un enfant. Je regarde des entrevues d'avant, là, puis tu sais, je suis tout petite, puis j'essaie de bien perler, puis je fais comme, va jouer dans Ruelle, tu sais, va être un petit cul, là, va la vivre, ta jeunesse. Me couper les cheveux très, très courts, en quête d'une crédibilité. Tu sais, c'est-tu quand t'as eu la même coupe de cheveux que ton chum? Oui, le spécial 2 pour 1. Est-ce qu'on peut aller un extrait sur le front du Châtelaine? Au montage, on peut arranger ça. J'aimerais vraiment ça. On dirait qu'on a un spécial 2 pour 1, puis je pense que les gens... La même wave, là, comment ils appellent ça, là, Le toupette de coq? Oui, 2013, là, 2014, là, qui était le... Raser ses côtés, puis... Il y a un mot pour ça que j'oublie, là, mais... Ouais. Lit. Top ou quelque chose comme ça. C'était comme ça? Ouais. On était 2 tops, parce que... Mais tu me disais, bon, tu t'es déguisé, donc te couper les cheveux très courts, ça fait partie des démarches pour te crédibiliser ou pour assurer cette transition-là dont tu me parlais. Oui, puis tu vois, récemment, je parlais de quelque chose avec une amie, puis elle m'a dit, là, ça, c'est ton vieux cadavre. Ta quête de crédibilité, c'est ton vieux cadavre, là, il est là. Et elle dit, là, tu vas le prendre, puis tu vas l'enterrer. Parce que maintenant, tu vas avoir 40 ans, t'es crédible. Est-ce que tu l'as encore, ce cadavre-là? Ben oui. Est-ce que tu as encore cette espèce de... Ben là, j'essaie de l'enterrer. OK. Mais oui, parce que je pense que je me suis toujours façonnée toute seule. J'ai pas j'ai pas fait d'école théâtrale. J'ai pas étudié en réalisation, mais j'étais sur les plateaux puis j'ai appris comme ça. Est-ce que tu as été bien entourée? Est-ce que tu estimes que tu as été bien entourée quand tu étais jeune ou dans... Par mes parents, oui. Oui. Assurément. Support émotif, familial et tout. Mais tu sais, en termes de mentorat, est-ce que tu as eu une mentor? Non. Je pense aussi que les plateaux étaient très différents pour les jeunes à l'époque. Tu sais, on parlait autrement aux jeunes. Puis la santé mentale des jeunes, leur fatigue, leur niveau de plaisir, leur était pas tellement considéré. Tu sais, fait que moi je me suis fait dire très jeune, pas sur le monde de Charlotte puis tout ça là, mais je me suis fait dire je suis fatiguée, j'ai plus envie. Ben non, mais c'est comme ça. On en fait une autre. On t'arrête de parler, puis... T'es un numéro de rôle, tu sais, c'est-à-dire Karine était numéro 5, je sais pas, Charlotte devait être 1, j'imagine, là. Ben c'est ça. Peu importe que Bianca ait 16 ou 32, t'es le numéro 5 dans la call sheet. Fait. Ben c'est surtout une business. C'est une business. Si l'enfant, ça y tente plus, faut qu'il le fasse pareil. Tandis que maintenant, je trouve qu'on adopte une attitude avec les enfants pour en côtoyer beaucoup puis en coacher, là, plus caring. Ouais. Tu sais, t'as-tu faim, t'as-tu soif, t'as-tu besoin d'une pause? OK, on va prendre un petit 15 minutes, tu sais, pour que ça reste un jeu. Mais c'est des grosses responsabilités quand t'as 8 ans, là, de porter un plateau puis de... Toi, est-ce que ça a rapidement pu être un jeu? J'ai toujours adoré ça, mais j'ai vite compris... En fait, mon agente à l'époque m'avait dit, quand tu te trompes une fois, c'est mignon. Quand tu te trompes 2 fois, les gens vont rire. 3 fois, ils vont faire semblant de rire parce que tu fais perdre du temps. Mais j'ai vite compris que c'était une business puis qu'il fallait que je sois
impeccable. Tu sais, puis quand je me trompais, plutôt que de faire, tu sais, j'étais jeune, là, mettons, j'avais 9 ans, là, ça me brûlait en dedans, là, de « Ah! Merde! Tu sais, plutôt que d'en rire. Ça a pris du temps, moi, à apprendre à rire. C'est une prise. C'est le mot baseball. C'est un échec. C'est un échec. C'est ça. J'ai fait perdre du temps. Je suis un numéro, je suis remplaçable, tu sais. Puis ça a pris du temps de dire « Non, trouve ton plaisir là-dedans, c'est correct. » Puis tu parlais du monde de Charlotte tantôt, Ouais. tu sais, mais la vie sur les plateaux est pas pareil pour les enfants à l'époque qu'aujourd'hui. Tu sais, toi, sur certains plateaux, notamment les Perles, tu as été la Marie-Thérèse Fortin. Tu es la Marie-Thérèse Fortin que tu as connue, qui était ta mère à l'époque du monde de Charlotte. Absolument. Tu sais, comment tu traites les jeunes sur les plateaux? Parce que toi, tu connais cette réalité-là. Est-ce que tu es un peu un mentor? Tu dis que tu fais un peu de coaching aussi avec des jeunes qui commencent? Comment? C'est une bonne question. Je sais pas si j'ai la prétention de dire que je suis un mentor, mais j'essaie de leur donner ce que j'ai reçu et ce qui m'a manqué. J'essaie de valider leur fatigue. J'essaie que je les appelle mes chums de femmes. J'essaie que mes petites chums de femmes, ils mangent bien. Tu sais, mettons qu'on a une scène ensemble, là, puis que ma job, c'est de t'engueuler. Puis si je t'envoie une charge émotive, là, puis que je fais « Hey! T'as 8 ans, puis tu reçois ça. » Puis ton corps le sait pas que c'est ça. Ta tête, elle le sait, mais ton corps, elle le sait pas. Fait que moi, je trouve que c'est ma job, après couper, de faire « On danse! » Hey, j'étais fâchée, celle-là, hein? On se refait-il une fois? OK, regarde bien mes yeux, mais t'es encore plus fâchée, là. Juste pour dire, c'est un jeu. Tu sais, Puis si ma chum de femme, elle se trompe, de partir à rire pour désamorcer. De dire, comment t'as dit ça, là? OK, dis-moi les dents, voir. Juste pour que ça reste léger. C'est dans le bonheur puis dans la légèreté qu'on produit les plus belles affaires. Puis quand tu étais jeune, tu travaillais beaucoup. Ouais. Plus tu allais à l'école. Ouais. Donc, ça te faisait des semaines épouvantables. Tu viens de finir de tourner. Tu sais, on sait c'est quoi finir une journée de tournage, que là, après souper, tu fais tes devoirs d'école. Ouais. Puis après ça, tu apprends tes textes pour le lendemain. Fait est-ce que tu as l'impression d'avoir un peu passé à côté de ta jeunesse? Il y a des trucs, des expériences que tu n'as pas vécues, des... Tu sais, t'aurais aimé ça travailler moins pour aller au cinéma avec des petits chums, puis... Non. Non. Moi, j'étais, hey, t'es sur un plateau de tournage, là. Fait que là, une journée, là, tu tires du fusil à balle blanc, là. Tu sais, oh mon Dieu, t'es une tueuse. Toujours sur le monde de Charlotte. Oui. Beaucoup d'armes à feu. Beaucoup d'armes à feu. Beaucoup d'armes à feu sur le monde de Charlotte. C'est ça. Là, une journée, tu fais ça. Puis là, l'autre journée, ton personnage, il s'en va à son bal de finissant avant toi. Puis là, t'essaies plein de robes. Puis là, l'autre journée, fait que tu sais, puis t'es avec des adultes qui font des jokes d'adultes, là. Ouais. Il y a personne qui t'infantilise sur un plateau, là. T'as accès à de l'humour d'adulte, là. Parce qu'on passe 18 heures ensemble, on l'oublie, là, que c'est un enfant. Ouais. Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais après ça, non, j'ai pas joué à bouteille. J'ai consommé aucune drogue. Je sais pas si c'est un passage obligatoire, mais j'ai pas eu le temps. Je me suis pas saoulée. J'avais des textes à apprendre. J'ai pas frenché. C'est mon premier French, j'étais sur un plateau. Ah oui, quand même. À action. Wow, ça enlève toute la magie de... C'était... C'est comme c'est du travail et ce n'est pas du désir. Mais c'était drôle d'être payé pour aller donner un French, ton premier, à 13h30, puis c'est écrit sur une feuille. Ouais. C'est une petite call sheet. Mais c'était Sébastien Huberdeau, fait que c'est Oui, correct. quand même. Mais pour avoir déjà Frenché à la télé... T'as Frenché à la télé? Oui. Ben, pendant la pandémie, les acteurs pouvaient pas être... Fait que là, j'ai fait la doublure de l'intérêt amoureux de ma blonde. Dans quelle émission, Dans ça? Alerte. Ah! Puis là, il frenchait dans une voiture. Puis là, moi, j'étais la personne qui frenchait dans une voiture. Mais là, moi, j'étais tout énervé. J'étais troisième rôle muet. Puis là, c'est... OK, ben là, je demande... T'as le droit, t'as accès au réalisateur. C'est pas juste le troisième assist réal qui te parle. Ouais. T'sais. Fait que là, il te donne des indications de jeu. Puis là, j'ai remarqué, ben là, je la french comment? Des indications sur comment tu vas embrasser ta blonde? Non, mais moi, je posais des questions. Est-ce que je sors de prison? Comment ça fait 2 ans que j'ai pas vu une femme, je sors de prison. Est-ce que je suis un peu réticent parce que, là, je sais pas. Est-ce que je... C'est-tu passionné puis chaleureux? Ce n'est qu'un French, mais tu sais, comment... Puis le gars, il est comme, ben, pour vrai, on te voit, genre, 15 pieds dans le char, on n'est pas supposé te reconnaître. Fait que, comme, pour vrai, ça change pas, mais j'étais tout investi, là, tu sais, dans... Toi, là, j'ai une question. Ouais. Mais c'est pas à propos de moi, le podcast. Oui, non, mais ça m'intéresse vraiment. Est-ce que, bon, ta blonde a des scènes intimes, de bisous, de toucher, tout ça. Comment que j'apprends après.
OK, c'est ça, c'est tout ça. ça. Excusez-nous, on sort un petit peu du concept, mais j'ai vraiment besoin de ce moment-là. Ouais. Non, lâche tes questions parce que j'en ai besoin. Il faut qu'on fasse une thérapie, là. Il faut vraiment qu'on fasse une thérapie. C'est ça. OK, je t'écoute. OK? C'est parce que Sébastien Diaz, il vit pas bien, ça. OK. Puis, je sais jamais si je dois... Mettons, le matin, je sais que j'ai une scène de French. Est-ce que je lui dis le matin ou j'en parle jamais? Puis s'il ouvre la télé, tant pis. Non, moi, ça me dérange pas. Des fois, je regarde l'émission puis je suis comme, ah, vous avez Frenché. Ça m'est un peu égal. Ça te tente d'aller prendre une bière avec Sébastien? Il vit moins bien que toi. On se voit, là, Sébastien. Il vit moins bien que toi. C'est ça. Mais je sais que c'est le personnage qui French et non ma blonde. Ben oui. J'espère juste Frencher mieux que cette personne-là. C'est tout. C'est cette personne-là, c'est tout. D'accord. Je suis sûre que pour Mylène, oui, là, assurément. Là, je suis comme un peu perdu le fil. J'ai déstabilisé! Non, en fait, on parlait du fait que tu travaillais beaucoup puis que tu as manqué certaines occasions, tu n'as pas joué à la bouteille, tu n'as pas pris de drogue. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as eu une espèce de wake-up call ou un coming out de, après toutes ces années à jouer quelqu'un d'autre ou être quelqu'un d'autre, même une version X de moi-même, qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime pour vrai? Qu'est-ce qui me fait triper? T'as eu ça? Vraiment beaucoup. En fait, être comédienne était tellement devenu mon identité tôt et ma grande valorisation et ma grande passion. Mais hey, c'est la petite comédienne. Puis c'est correct, là. Même moi, je voulais qu'on m'identifie comme ça. Mais quand ça ralentit puis que t'es moins en demande, et puis encore à ce jour, c'est pas réglé cette affaire-là, mais quand t'es moins en demande, qu'est-ce que tu es? Puis j'en discutais avec ma psy. Puis elle dit, mais c'est parce que Bianca, t'as commencé tellement jeune que le mot comédienne fait partie de ton identité personnelle. Fait que dans un ralentissement, c'est confrontant. Quand je suis pas la maman, quand je suis pas l'amoureuse, puis quand je suis pas la comédienne, je suis qui? Qu'est-ce que j'aime? Puis j'ai pas eu le temps de développer d'autres passions. Tu sais, j'avais des textes à apprendre. Je fais pas pitié là, dans ce que je dis, là. Mais j'avais pas le temps de faire partie d'une ligue de soccer. Qu'est-ce que j'aime? T'as pas le temps d'avoir des cours de piano ce soir. Tu faisais de la clarinette, par exemple. À l'école secondaire. C'est ça. C'est ça. Ça me fait peur. Mais bref, qu'est-ce que j'aime? Encore à ce jour, j'étais avec un mari qui a plein de passions, je le sais pas. Ouais. Okay. Parce que toute ma tête et mon cœur sont vraiment investis dans mon métier. T'sais. Mais t'en as développé des passions depuis? Oui, la déco, le mid-century, la lecture, l'être humain. Mais ça m'a longtemps fatigué de pas en avoir. T'en as-tu, toi, des passions? Quelques-unes que je partage avec ton chum. J'en ai quelques-unes. Non, la culture pop. Mais c'est pas les films d'horreur. C'est pas à propos de moi. Et tu le vis pas bien quand on le retourne vers toi. Non, mais c'est pas une question de pas bien envers moi, c'est juste que le podcast n'est pas à propos de moi. Je m'estime pas assez intéressant. J'aime pas les podcasts où l'intervieweur parle presque autant que l'invité. C'est à propos de l'invité. Moi, ça, c'est ma vision. C'est ma vision à moi. Sauf que moi, tu vois, mais je pense aussi c'est de par un de tes métiers recherchistes, mais c'est que tu t'intéresses à l'autre. Mais moi, je trouve que des fois, je parle beaucoup de moi. Ouais. Puis des fois, je me dis, je suis si intéressante? Ben, je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup les changements. OK. Je t'amène complètement ailleurs, dans un dossier peut-être un petit peu plus épicé. T'as joué de nombreux rôles dans ta vie, dont 2 qui m'intéressent, dans Escouade 99. T'as été un peu impliqué dans cette espèce de controverse, débat sur l'appropriation culturelle, parce que dans la version originale américaine, Brooklyn Nine-Nine, ton rôle était celui d'une Italo-américaine et le rôle de Mylène McKay était campé par une femme d'origine latino. Toi, comment t'as vécu ça, cette espèce de débat-là, puis surtout que c'était peut-être pas la première fois, parce que tu avais joué une autochtone dans Nouvelle-France? Écoute, il y a plein d'affaires là-dedans. Je te parle vraiment le cœur ouvert en toute franchise. Je pense que c'est 2 affaires différentes. 2 époques différentes aussi. 2 époques différentes. C'est Nouvelle-France, c'était quelle année Nouvelle-France? 2004. J'avais 15 ans. Donc, d'incarner une autochtone. Marina Orsini a fait Non, je t'en prie. Marina Orsini a fait Chiaoué. C'était d'autres codes, c'était d'autres acceptations, c'était d'autres discours, c'était d'autres sensibilités que maintenant, à ce jour, c'est inimaginable. Puis tu sais, d'ailleurs, j'étais comme, est-ce que je l'enlève de mon CV? C'est pas une grande fierté, là. C'est pas...
Puis même que parce que c'est un personnage qui parle les nous, mon professeur, c'est Joséphine Bacon, c'est elle qui m'a appris les nous, tu sais. Fait que même peut-être elle ferait sûrement, hey non, moi je vais pas transmettre la langue de mes ancêtres à une personne. Bon. Fait que tu sais, même c'était des questionnements de l'époque. Fait que ça pour moi c'est une autre sensibilité. Escouade 99, ce que les gens, en fait, ce que j'aurais voulu, c'est que je trouve qu'on est à un moment où on peut pas discuter. On peut pas, c'est blanc ou c'est noir, c'est mauvais et c'est condamnable. Alors que on est dans une super belle époque là où la cour d'école est en train de changer, on change collectivement, mais il faut garder le discours ouvert parce que ce changement-là, il vient avec des erreurs. Je pense que me caster était une erreur. Cela dit, c'était une erreur parce qu'en même temps, la réalité new-yorkaise, démographique d'un poste de police new-yorkais, c'est pas la même chose que si c'est à Québec. La communauté... le personnage principal, c'est un juif, alors que on n'a pas casté un juif non plus pour... T'as raison. Pour caster Michael Gouin. Il aurait-tu fallu faire exactement les mêmes choses? En tout cas, mais... Non, mais c'est parce que, en fait, ce que les gens ont pensé que de ma part, c'était un acte très gourmand d'appropriation, mais comment... Parce que tu ressembles quand même à l'actrice originale, physiquement. Oui, mais tu sais, à l'audition, j'ai vu des blondes, j'ai vu des rousses, j'ai vu... Mais quand tu reçois une audition, sur papier, elle s'appelait déjà Rosalie, c'était quoi son nom de famille, mais c'était très québécois, là, on va l'appeler Vaillancourt. Baudouin, on va l'appeler Rosalie Baudouin. Elle s'appelait déjà Rosalie Baudouin. Fait que là, après ça, c'est pas moi qui a fait changer le prénom. C'est une décision collective, démographique qui a été prise par la production. Je pense que notre erreur collective après, c'est de pas avoir un discours ouvert. Tu sais, je conduisais, puis j'ai reçu des menaces de mort. Menaces de mort? J'ai reçu des menaces de mort. Maman a reçu des menaces de mort des États-Unis. Parce que les deux actrices américaines ont noté que nous, on n'avait pas les mêmes origines. Puis ça a sollicité beaucoup de grogne aux États-Unis, mais aussi, tu sais, mettons, on a fait le Vanity Fair France, un article avec nos faces, là, Mylène Macaille et moi, là. Puis je me dis, on peut-tu juste avoir un discours ouvert? Tu sais, je conduisais, je m'en souviens, puis à la radio, il y avait des tribunes ouvertes où des actrices disaient, ben moi, j'aurais pas pris le rôle. Puis je me disais... En même temps, il faut que tu manges aussi, il faut que tu travailles. Ben c'est pas comme si j'avais 40 projets, puis je faisais, lui, pas lui. Hey, il faut du pain puis du beurre sur la table pour tout le monde, les chums. Mais on aurait dû avoir le discours très, très ouvert par la suite. Ah, ça a blessé une communauté. OK, parfait. OK, on en prend une bonne note. C'est que là, il y a eu comme un mutisme. On a attendu que la vague passe. Moi, j'aurais aimé ça, une discussion, parce que pendant ce temps-là, je me sentais un peu comme sur un terrain de guerre miné. Puis moi, je joue de la trompette, tu sais. Puis j'étais comme, on peut juste se parler. Au pire, on le dit. C'était pas une bonne idée de prendre Bibi puis Mylène. Puis c'est pas grave, on grandit de ça. On a un discours de cœur ouvert. On nomme les choses, tu sais. Tout est à refaire. Faire une erreur une fois, c'est une chose, mais refaire 2 fois, 3 fois la même genre d'erreur, là, c'est problématique. C'est ça, exactement. Fait que c'était juste... Puis maintenant, ça, je le prendrais, comment dire, si je poserais plus de questions. Mais en même temps, dans ta vision d'artiste, est-ce qu'à un moment donné, la ligne, elle est où dans ce que tu peux pas jouer? Est-ce que tu peux jouer quelqu'un... Je sais plus. Qui est non-voyante? Est-ce que tu peux jouer une personne en situation de handicap parce que toi, t'as 2 jambes, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, la ligne est où, tu sais? Je sais plus. Tu vois, j'ai fait une personne qui est dans une série qui s'appelle Transplant, qui est comme coincée dans son corps, que la SLA. Puis j'ai pu l'incarner parce qu'elle est née neurotypique, puis c'est un accident au cours de sa vie. Même si on la capte juste en dernier, tu sais. En même temps, moi, je vais toujours revendiquer qu'une femme qui n'a pas d'enfant peut jouer une mère, qu'une personne qui n'a pas été sur la Lune peut jouer une astronaute, qu'une personne qui n'est pas lesbienne peut jouer une lesbienne, qu'un homme qui est homosexuel peut jouer une personne hétérosexuelle. Moi, je vais toujours le revendiquer, mais je sais qu'il y a des sensibilités, puis il faut juste en discuter. Dans une longue carrière comme la tienne, tu apprends de tes personnages, de ce qu'ils vivent, de leur réalité qui est souvent pas la tienne. Qu'est-ce que ce serait les skills ou les outils que ton métier t'a appris? Ah! Mon métier m'a appris, c'est une bonne question. Tu m'as parlé de résilience un petit peu plus tôt. Que ce soit de tes rôles ou de cette méthode de travail-là, de cette rigueur-là que tu as eue. Quand tu joues, là, c'est vraiment étrange parce que quand tu joues avec ton système de valeurs à toi.
Mes personnages, si moi, là, dans ma vie, Bianca, telle réaction, telle action me met en temps, mais je vais le mettre à mon personnage, tu sais. Puis souvent, j'aime bien travailler avec une coach, puis la coach me disait, non, ça, c'est ton système de valeurs à toi. Toi, t'es sanguine. L'autre personne, ça ne dérange pas, ça. Fait qu'on dirait je me suis rendu compte à quel point j'étais intense, impliquée émotivement et sanguine et sensible. Parce que si je transmets ça à tous mes personnages, ils vont tous Ben, c'est Bianca se joue Bianca avec un chapeau, Bianca joue Bianca avec une calotte. C'est ça! Fait que j'en ai appris beaucoup sur moi, sur tabarouette. OK, moi, je réagirais comme ça, mais pas le personnage. OK, attends, là, wow, je le joue pas comme il faut, là. J'ai appris qu'on peut pas plaire à tout le monde. Moi, peu importe ce que je fais, j'en discutais avec ma sœur récemment, puis sans doute que dans ta famille, t'as constaté ça, là, parce que ta blonde fait un métier public, mais peu importe ce que je fais, si je vide mon compte en banque, puis je le donne à quelqu'un, il va y avoir des gens qui vont chialer. Mon père disait, t'es toujours le con de quelqu'un. Je suis toujours oui, exactement. Peu importe ce que tu vas faire, tu peux être toi-même, il y a des gens qui vont te suivre, il y en a qui vont te détester, et tu n'as... Peu importe ce que je fais. Si je fais une série où je parle de la fatigue, puis je veux aider des femmes, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais t'as pas 4 enfants dans le spectre de l'autisme, toi, tu peux pas en parler. » Ouais, mais je veux déclencher une discussion, Si je fais une bonne action, on va dire... Si je vends un meuble sur Marketplace, on va dire « Mais t'es riche, pourquoi tu le vends? » Ben, peut-être que je le veux, 200$, tu sais. Peut-être que j'en ai les chums, tu sais. Peut-être que j'en ai besoin. Fait que peu importe ce que je fais, il y a une minorité qui sera pas d'accord. Puis, inversement, qu'est-ce que ton métier t'a... Quels sont pas les défauts de ton métier, mais tu sais, qu'est-ce que t'as... Cette réalité-là de comédienne, de jeune comédienne, t'a fait souffrir, si on peut, dans ta vie. Qu'est-ce que tu te serais passé, mettons, comme bagage de comédienne? Je peux te répondre super facilement. Tu grandis toujours sous le regard d'une caméra. Fait que t'es toujours en analyse. Je sais pas si... J'ai-tu bien fait ça? J'ai-tu bien fait ça? Est-ce que j'ai été... On veut de moi aujourd'hui que je sois drôle. Est-ce que j'ai été assez drôle? Est-ce qu'on veut de moi que je sois witty aujourd'hui? Est-ce que j'ai été assez witty? C'est comme si je me définissais toujours par le regard de l'autre. Ça doit être dur aussi de pas être ce que tu veux être cette journée-là ou ça. Oui. Aujourd'hui, je suis Bianca qui, ça ne tente pas de telle affaire. Et donc, ça arrivait moins souvent dans ta vie. Ça arrive moins souvent. Mais c'est juste que je me suis longtemps définie par le regard de l'autre, par une caméra, par une image à la caméra, parce que le public attendait de moi, parce que mon réalisateur attendait de moi, parce que le metteur en scène attendait de moi. Mais moi, qu'est-ce que j'attends de moi? Je sais pas si je le sais encore totalement. Ça, ce travail-là ou cette prise de conscience-là par rapport à ce détachement de l'importance du regard de l'autre, est-ce que c'est récent? C'est une quête de vie, là. Ouais. C'est une quête de vie, là. Ça prend quelques secondes à s'en apercevoir et une vie à maîtriser. Ben, c'est ça, exactement. 14 ans de thérapie plus tard. Mais, hey, à 50, je vais être sereine. Mon Dieu, la gang, que je vais être sereine. C'est pas ça! On pense. Je pense que ton équipe, elle pense que je suis fuckée. Je suis fuckée? Non. T'es parfait dans tes imperfections. Tu m'as texté ça, merci beaucoup. Je t'amène dans un autre terrain complètement parce qu'on parle des prénoms et il y a malheureusement un prénom qui fait partie de ta vie. Tu as nommé Ginette. Oui, OK. Parle-moi de... J'avais peur que tu me dises Sébastien Diaz, malheureusement, ou tes enfants, Bowie est libre. Je sais pas pourquoi, là. Non, on n'embarquera pas là-dedans. Ginette, juste expliquer aux non-initiés qui est Ginette. C'est ton espèce d'alter ego négatif. Comment c'est arrivé de nommer c'est mon trouble alimentaire d'actrice. OK. Quand j'ai développé un trouble alimentaire mettons, qui m'habite plus, là, qui fait plus partie de moi, là, de, mettons, 14 à 24 pendant 10 ans. OK. Je me suis rendue très loin. Ouais. Mon cœur aurait pu lâcher. Là. Physiquement, là. Oui. Anorexie, boulimie. Fait beaucoup de thérapie pour ça. Puis, je me dis, à un moment donné, c'est parce que quand tu chemines comme ça, tu penses que c'est toi qui es dysfonctionnel, que c'est toi qui est pas correct, que c'est toi qui es malade. Puis, c'est une parcelle de toi. Tu n'es pas une fuckée malade. Fait que là... Cette voix dans ta tête, là, qui te dit, prive-toi. Oui. T'es grosse, je le sais, écrivez-moi pas pour me dire t'es pas grosse, je le sais, tout va bien, là. Mais cette voix-là, on l'a nommée. Là, ma belle-mère s'appelle Ginette. Ouais.
Fait que là, c'est pas ma belle-mère. C'est avant de rencontrer ma belle-mère que j'aime beaucoup. C'est important de préciser. Ben oui, imagine-tu comme ça a pris de la peine. Ginette Diaz. Non, c'est pas Grégoire Diaz, mais oui. Fait que cette voix-là, mange pas, t'es grosse, c'est Ginette. OK. Fait que c'était juste pour départir les choses. OK, ça, c'est Ginette qui parle. Oui, puis c'est Ginette qui fait... Je me sens coupable de manger un gâteau, c'est Ginette qui me rend coupable. Ah, puis tu peux, ça désamorce les choses. Ah, Ginette est revenue aujourd'hui. Si bol. C'est la charrue. On l'aime pas, Ginette. Fait que là, puis c'est être capable d'en rire, tu sais, puis c'est de faire... Puis Ginette, elle me parle plus maintenant, sauf quand j'ai une scène de costume de bain. OK. Puis je sais que le Québec au complet va analyser mon corps. Quand je vais avoir une scène de tout nu puis que je vais me faire prendre les foufs par quelqu'un d'autre que mon chum, je fais « Ah, merde, vas-tu trouver que mes foufs sont comment? » C'est bon. Bref. Fait qu'elle revient des fois. Mais très, très, très rarement. Mais elle a fait partie de ma vie 10 ans. Puis est-ce que des fois... c'est une question totalement naïve. Vas-y. Est-ce que Ginette, des fois... l'intervention de Ginette peut être positive ou a déjà peut-être été positive, genre « Hey, t'as telle affaire, reprends sur toi. Non. OK. Je sens un jugement dans ton regard. Non, pas du tout. Non, mais tu sais, des fois... Non, pas en tout. Comme, OK, ben là, c'est Ginette qui me dit juste, OK, ben lève-toi à l'heure, fais un ci pour... Ah, cette voix sévère-là? Ouais, est-ce que c'est vraiment au niveau de la bouffe de la troupe? Mais Ginette, elle me veut pas du bien. OK, la traînée. Oui! OK, elle veut pas du bien. Même pas instaurer un petit régime de terreur juste pour te préparer à quelque chose de difficile qui s'en vient pas là. En fait, c'est qu'il peut plus y avoir de régime de terreur. OK, non, c'est ça. Il peut plus. Parce que Ginette, elle va me bouffer. Tu comprends? Il peut plus. Mettons, tu me dis, pour un rôle, Bianca, faudrait-tu perdre 40 livres pour faire une jeune anorexique, puis c'est le rôle de ta vie, puis tu t'en vas aux Oscars, puis ben non. Non, avec Ginette, c'est pas welcome back, bitch. Non. Ben, Ginette, elle va me bouffer. Tu comprends? Fait que je peux même pas prendre le rôle. Je vais mettre ma vie en péril tellement que je vais être bonne pour rien manger. OK. Fait que, coquine, Ginette, là, tu lui donnes un pouce, elle prend un mètre. Fait que c'est juste, elle m'apporte rien de bon. Okay. Puis la rigueur, puis la passion, c'est pas Ginette qui me l'amène. Bon. C'est une charrue. C'est très traîné. Puis bon, moi je connais rien à ça, puis pardonne mon ignorance, mais un trouble alimentaire, comme tu dis, que tu parles de maladie, littéralement, j'imagine que c'est très sournois, c'est très pernicieux. Ouais. Ça s'immisce comment dans ta tête? Est-ce que ça aurait été différent si tu n'étais pas actrice? C'est par rapport à l'image que tu projettes. Ouais. Comment c'est arrivé? Est-ce que tu as pas un souvenir de ça, mais est-ce que tu as... ou peut-être avec le recul, avec la thérapie, tu as fait « OK, ça a commencé à ce moment-là ». Bien, c'est sûr que les plateaux, puis être devant une caméra, puis c'est sûr que ça aide pas. Là. Tu sais, je me souviens, j'ai des essayages, puis il y a une habilleuse qui me donne un pantalon. Le pantalon est trop petit pour moi, puis elle me dit « Ah, OK, plus grosse que ça. On va le passer à telle actrice. » Puis là, elle nomme un chiffre. C'est une 0, elle, tu sais. C'est pas ça qui a déclenché. Commentaires ordinaires de marde. Ouais. Mais qui appartiennent à notre époque aussi. Il y a des petits commentaires comme ça. Après ça, oui, le Québec a analysé ma poitrine, elle est maigre, elle est ci, elle est ça, elle en a trop, ma face, mais je pense que aussi c'est le profil de l'anorexie-boulimie, là, souvent, là, c'est un profil de gens extrêmement perfectionnistes, très exigeants envers eux-mêmes, une quête de contrôle. Parce que ça, j'étais bonne. J'étais vraiment bonne pour rien manger. Puis j'étais vraiment bonne pour retenir mon texte en mangeant rien. Voir des points noirs, mais performer pareil, tu sais. Fait que c'est un besoin de contrôle. Et montrer et cacher que tu mangeais pas. Ouais. Trouver des superfuges. C'était quoi le documentaire, la peau sur les os, la fille qui met un peu de lait, mais qui fait brasser son verre, justement, pour avoir l'impression que le verre était un petit peu plus plein. Je les connais toutes. Je connais toutes les techniques. Puis c'est drôle parce que le chiffre des calories me restait dans la tête. Là, on s'en parlait la semaine passée. Une pomme, c'est tant. Une ultime gomme, c'est tant. Fait que là, il faut juste faire « Ah oui, OK, ça reste dans ma tête. OK. » Puis le manger pareil. Puis le début de la fin, ça a été quoi? Juste avant ça, en fait, j'imagine que le début de la fin est arrivé avec un lowest point, là, le point le plus bas où tu t'es rendu, où ton cœur a lâché. Est-ce que ça a été ça, le début de la fin? C'est le début de la fin, c'est le beau, c'est Sébastien Diaz. C'est que j'étais très bonne pour cacher tout ça. Puis tu sais, je trouve que... Mais là, t'habites avec ton chum. Ben, c'est ça.
Puis tu sais, tu peux facilement jouer en société sur « Ah, je me fais un régime draconien » parce que c'est très valorisé. « Ah, je me fais... J'étais en cure carotte cette semaine. Ah, j'étais allée au gym 7 jours, j'ai fait 4 heures de spinning. » Tu sais, j'exagère, mais c'est très... le fun. C'est très valorisé tout ça. Là. Fait que c'est extrêmement facile. Ça peut facilement passer pour de la noblesse. Puis, de la rigueur pour son rôle. Puis, ouais, c'est ça. Un dévouement. Une éthique de travail. Oui. Ouais, je comprends. Oui, oui. Puis quand j'ai rencontré Sébastien, Mani m'a pogné dans une crise le soir. J'ai faisais mes crises de boulimie. Moi, je faisais du sport de façon très excessive. Là. Puis il m'a pogné en train de me gaver, là, mais j'avais l'air d'un ogre. Là, j'avais plein d'aliments sur moi. Là, c'était énorme. Là. Je devais consommer à ce moment-là ce qu'une personne consomme en une journée. Là. Puis là, de voir qu'il voit ça en moi, qu'il fait « Ah, shit ». Qui voit la laideur, ce que moi, je considérais comme la laideur. Puis lui, il a vu de la beauté, parce qu'il a juste dit, je sais pas comment t'aider, mais je vais t'aider. On va s'aider. Fait qu'il m'a comme enrobé. Puis après ça, lui, son rapport à l'alimentation est vraiment sain, là. Vraiment sain. Je vois ses lunchs. Bon, tu vois. Je suis comme, ah ouais, hein, ça. Ouais, puis je pourrais pas être avec quelqu'un qui est en trouble alimentaire, tu sais, je pourrais pas. Pas de trouble alimentaire, mais hey, un petit légume, Seb, pas de temps en temps. Non, mais il y en a plein, mais il est dans le plaisir alimentaire. Puis, fait que c'est lui, on a fait une rééducation ensemble. Fait que, mettons, à chaque... Sébastien apporte des pots de glosettes au travail. Oui. Puis il dit, tiens, mangez ça. Mangeons ça, mangeons ça. C'est super important. Sale. Mais oui, le plaisir est par la bouffe. On les pige toutes, on les pige toutes. Mais oui, c'est ça. Fait que je comprends qu'il y a un rapport très sain à la bouffe. Oui, puis on a fait une réinsertion alimentaire à chaque, disons, cette semaine, c'est tel aliment. Puis moi, je pleurais dedans. Puis on avait une boule disco, puis on dansait. OK, la semaine d'après, c'est tel aliment. Mais quand il fait partie de ta vie, tu l'enlèves pas. Ouais. Puis chez nous, encore à ce jour, je te dirais que là, on a un backlash. C'est qu'à l'école, puis c'est bien correct, là, mais on démonise certains aliments que j'ai pas le droit de mettre dans la boîte à lunch de ma fille. Donc moi, j'ai fait de la thérapie pour manger. Pour pas qu'elle mange ou pour pas qu'elle vende aux autres? Pour pas qu'elle mange. Mais qu'est-ce que ça change si elle mange des pâtes d'ours ou non? C'est parce que ça, oui. Puis ça, c'est pas régi par le gouvernement. Un Coke, je comprends. Là, non, je sais. L'après-midi, pas je top, comprends. Là. Mais c'est pas régi par le gouvernement, c'est régi par chaque professeur selon son code de valeur. Puis c'est bien correct, mais là, pour moi, émotivement, c'est dur. Fait que des fois, je dis à mon chum, gère les lunchs, parce que moi, ça me fait capoter, tu sais, qu'on démonise des aliments. OK. Puis, tu as suivi une formation pour venir en aide aux gens qui avaient qui sont aux prises avec des troubles alimentaires comme tu as eu avec ANEB. Oui, Anorexie Boulimie Québec. Tu as même aussi aidé des parents à Sainte-Justine. Oui. Puis est-ce que tu le fais encore? Je le fais avec des gens des fois, je vais recevoir un appel. « Ah, ma fille, tu veux-tu comme aller prendre un petit thé avec? Ou tu peux-tu suivre? Ou tu peux-tu... » Fait que je le fais dans ma garde rapprochée. Mais... manque de temps, mais aussi émotivement, c'est parce que quand j'ai fait la NEB de façon anonyme, là, jamais je disais mon nom, mais j'ai failli perdre... C'est une ligne d'écoute, genre, ouais. Ça t'appelle un numéro 800. Exactement, c'est souvent des gens en crise, donc s'ils sont en crise, ils sont très... Chargés. Oui, chargés. Puis j'ai failli perdre une jeune fille qui m'avait dit qu'elle allait en finir. Donc là, il y avait comme une intervention de pacte de non-suicide, fallait que j'appelle... Puis j'étais certaine de l'avoir perdu, mais tout en donnant le bain à mes enfants, puis tout en... Là, j'ai fait « Ah, c'est trop une charge, tu sais, faut que j'aide autrement. Je vais en parler devant un Kodak pour aider, mais je peux pas. » Puis quand c'est trop personnel, t'es trop impliqué. Ben oui, j'ai pas dormi de la nuit, mais je tourne le lendemain, tu sais, je peux pas, là. Puis est-ce qu'il y a, encore une fois, c'est très naïf comme question, mais est-ce qu'il y a des points communs à toutes les histoires ou à tous les troubles? Est-ce que, parce que t'as eu ton histoire, puis t'as été confronté à d'autres histoires dans ta formation, dans tes appels, est-ce qu'il y a certains points communs qui se retrouvent dans toutes les histoires? Ben oui. Il y a, là, je parle à travers mon humble expérience, là, je peux me tromper, là, mais il y a des traits de caractère, il y a des lignes, il y a des profils types, tu sais. Souvent, l'actrice n'aura pas je généralise, là, mais va avoir un lien très trouble avec l'alimentation, tu sais, je le vois chez moi, mais je le vois aussi chez mes comparses, là, c'est beaucoup de party de crudité, là, on va pas loin avec ça, les chums, là, tu sais. Des laxatifs, parce que ça magane moins les dents que vomir, puis... Je l'ai entendu, tu sais. Fait que bref, tu sais, je le vois dans ma communauté artistique, puis ça me challenge. Des fois, je fais, j'irai pas souper parce que je vais être fâchée de voir des gens qui se font souffrir. Tu sais,
Ou si j'y vais, il faut que je sois un modèle positif. Et ça existe encore à ce jour? Ben, il en faut, parce que là, on peut pas... Non, mais c'est-à-dire des personnes qui ont dans ce milieu-là, qui ont des troubles alimentaires? qui ont des rapports troubles avec l'alimentation, moi, je pense que la plupart, là, en tout cas, je ne vais pas généraliser, mais un grand pourcentage, un rapport trouble. Mais c'est notre outil de travail, fait que ça fait comme une distorsion cognitive, là. Sinon, il y en a plein. Là, il y a la bigorexie, c'est le vouloir... T'es passé pipé. Oui, puis tu sais, vouloir bien. L'orthorexie. L'orthorexie. Il y a plein de ouais. Des fois, c'est pour un désir de disparaître. Moi, c'était pas ça. C'était pas disparaître, c'était être parfaite. Mais des fois, les deux sont des moteurs. Ouais. Puis qu'est-ce qui... est-ce qu'il y a dans le fond, des points communs, des histoires communes, qu'est-ce qui apporte le plus de lumière et de réconfort? Peut-être dans ton cas et dans le cas des gens que tu as côtoyés là-dedans, est-ce qu'il y a... C'est fucked up, ce trouble-là, parce qu'il faut vraiment... Mon Dieu, j'ai tellement vu de parents en détresse, là, qui me disaient même, son cœur va lâcher, pourquoi elle veut pas? Puis là, la jeune personne a un gavage, puis on dirait qu'il faut que la personne touche. Tu sais, c'est presque comme les alcooliques anonymes, les toxicomanes, il faut qu'elle touche le fond. Puis qu'elle veut des changements elle-même. Sinon, ça ne marchera pas. T'sais. Puis, tu amènes un point intéressant. Puis ça, quand tu souffres de troubles alimentaires, est-ce que c'est un peu comme un alcoolique anonyme? C'est-à-dire, tu restes alcoolique toute ta vie, mais tu te gères? Ou est-ce que, parce que tu me disais, ça ne fait plus partie de ma vie. Est-ce que tu es juste en rémission? Comment tu qualifierais ça? Ben, tu vois, je me suis fâchée dans un souper il y a 2 semaines. J'étais avec des... fâchés gentils, là. Parce que je suis pas une colérique, là. Mais on était dans un souper, puis là, les gens disaient « Hey, t'es bon, t'as pas touché à ta patate. Ah, moi, j'ai touché. » Puis là, ça durait 15 minutes. Puis là, j'étais comme « Hey, la gang, là, s'il vous plaît, là, ça me fait suer votre affaire, le thym, votre petite patate. » Puis là, tu sais, moi, je l'ai mangé, mais j'étais fâchée, en quelque sorte, pas que ça me challenge, mais que ce discours-là m'impacte. OK. Mais ma question, c'est, est-ce qu'à un moment donné, peu importe ta situation, une rechute est possible? toujours rester anorexique. Ou est-ce que ça ne fait plus partie de ta vie? Je pense que c'est une couleur qui va toujours rester. OK. Comme il y a un tableau, puis il y a du rouge dans le coin. T'apprends à vivre avec le rouge dans le coin. Après ça, ta vie, c'est autre chose. Il n'y a pas de privation, mais le rouge, il est pareil là. Tu parlais que un de tes moteurs, toi, c'était d'être parfaite. Donc, tu as beaucoup vécu à travers le regard des autres. Le besoin de performance fait quand même partie de ta vie, mais tu plais pas à tout le monde. On est toujours le con de quelqu'un. Mais pour l'amour du Saint-Ciel, qu'est-ce que tu leur fais aux madames sur Facebook qui t'écrivent des commentaires qui n'ont pas de maudit bon sens? Puis que... Alors, en reçois-tu autant que moi? Je pourrais pas te dire, mais non, pas vraiment. Moi, hein? Elle polarise, moi. Mais c'est parce qu'il y a une partie de jalousie un peu là-dedans. Non, je pense pas. Non? Je me suis longtemps posé la question. Qu'est-ce qui fait que ma personnalité polarise à ce point-là? Tu sais, mettons, là, je me souviens, j'étais à la formation familiale, j'anime, je dis des choses super essentielles sur l'éducation d'un enfant qui est différent, puis qui a frôlé la mort, puis je reçois des plaintes parce que j'ai un rouge à lèvres rouge, puis ça fait de moi une charrue, tu sais. Ouais. C'est bien connu, le lien. Le lien. Ben oui. Jézabel, c'est son... Je veux charmer le monsieur, c'est sûr. Oui, cette tentatrice. Puis je suis comme, pourquoi moi, je polarise autant? Mon rire polarise. Soit que je reçois des messages qui disent « Ah, il me fait du bien » ou « Ah, faire mes aïeuls, la Gervais. » Mon énergie polarise. Trop d'énergie ou ça me fait du bien. La place que je prends. Tu sais, comme là, je sais, là, je m'en vais dans le char puis je suis comme « Ah, j'ai jasé tout le long, j'ai trop de jasette, esti. » Il y a plein de madames qui vont dire « Femme ta gueule, Bianca, femme ta gueule. » Parce que je la prends, la place. Parce que j'aime ça, la vie. Mais ça polarise. Moi, je vais te raconter une anecdote qui te concerne, que j'ai entendu, que je t'ai jamais raconté, mais c'est quelqu'un que je connais qui a déjà eu une date avec toi. Ah! Avant que tu rencontres Sébastien. Et il me disait que c'était dans son top de pire date à vie. Pas à cause de toi. À cause du regard des autres sur lui, à cause qu'il était avec toi. Vous étiez dans un bar et lui se faisait harceler, intimider par les autres gars du bar parce qu'ils étaient jaloux de lui. D'être en date avec toi. Il est allé à l'urinoir, puis il se faisait plaquer ben non, comme c'est pas ça. Vrai. Ben, je pense pas que c'était dans son intérêt de mentir, là. Puis ça y a pas tenté de me le dire, puis qu'on je sais pas, mais vous étiez, là, il m'a dit que devant les esprits qui s'échauffaient, il a failli se battre littéralement avec les autres gars. C'est qui la personne?
Je te le dirai plus tard, je vais te texter son nom. Mais non, je veux bien trop savoir. On sent quand même, pour ceux et celles qui ont vu ton parcours et non seulement ce que tu jouais, mais ce que tu répondais en entrevue aussi, qu'on t'a suivi, que tu es plus libre, plus épanoui, plus assumé. Mais ça plaît pas à tout le monde. C'est peut-être ça. Les madames sur Facebook, c'est quoi leur problème? C'est peut-être ça. Il y a aussi c'est qu'il n'y a pas de jalousie. Moi, je le vois pas de même. Je le vois pas que non, je le vois pas comme ça. Je le vois plus. Moi, j'ai tellement voulu être. Qu'est-ce que tu veux que je sois, je vais l'être. Qu'est-ce que tu veux que je sois, je vais l'être. Qu'à un moment donné, j'ai juste fait oh fuck it. Hey, je vais faire une entrevue pas de maquillage. Oui, je vais aller parler de mon trouble alimentaire, tant pis, si ça peut aider. J'ai pas d'album à vendre, j'ai pas de ticket à vendre, c'est pas pour un capital de sympathie, je veux pas être porte-parole de n'importe quoi, ça me non. Mais j'ai juste fait Puis peut-être que ça, cette liberté-là, elle est confrontante, mais moi, je pense vraiment que c'est la place que je prends. Une énergie de feu puis une place que je prends. Je pense que c'est ça. On est plus habitué d'avoir des femmes peut-être plus en retenue. Et quand une femme prend de la place encore, ça choque. D'où la sorcière, pas comme les autres, de mon début de présentation. Ah, c'est pour ça que tu l'as mis? Oui, ben on connaît cette chanson d'Anne Sylvestre. Je sais que la sorcière... Non, je la connais pas, la chanson, moi. Une sorcière, pas comme les autres. Non, je la connais pas, c'est sûr. C'est une très bonne... Où ça raconte presque le livre de Mona Chollet, là, au complet, comme quoi la sorcière est juste la féministe moderne, mais d'une autre époque, là. J'aime ça. C'est sûr, je vais l'écouter. C'est quand même assez long, là, comme chanson, mais c'est très bon. Ben oui, il y a quelque chose que j'ai voulu me libérer. Après ça, tu sais, je t'avoue, là... T'es-tu une sorcière, Bianca? Oui, je fais de la sorcellerie au bout. Mais je fais de la sorcellerie positive. Magie blanche. Je fais de la magie blanche, mais je la fais pour aider mes filles. Je la fais comme quand ma livre a fait de l'anxiété, là, mettons, là. Je fais, tu veux qu'on se fasse un petit rituel, là? Qu'est-ce que tu veux laisser aller, là, en mais haut, j'imagine sa face quand tu as dit, tu sais, maman, c'est une sorcière, là. Oui. On peut faire, hey man, ça devait être comme, what? Ouais. Tu te sens dans le film de Nicole Kidman et Sandra Oui, Bullock, là. oui, Practical Magic! Mais c'était presque thérapeutique, là. C'était juste pour dire, qu'est-ce que tu veux laisser aller? Puis qu'est-ce qu'on amène? On te bâtit une armure pour que demain, à l'école, ça aille bien? Fait que c'est plus ça, tu sais. En même temps, on fait ça dans la vie, on fait de la méditation. Fait que c'est la même chose, là. Mais après ça, quand on l'a amené à Salem... oui, c'est vrai, vous êtes allé là. Ben Jack, oui. maman, c'est une sorcière, là. Regarde, tout le monde est comme nous ici, tout le monde est libre. C'est ça. Ces pauvres femmes à l'époque qui avaient été exécutées pour absolument rien, là. Mais c'était qui, ces madames-là, dans le temps? C'était des femmes épanouies, des femmes assumées, des femmes célibataires. Veuves. On a des veuves, on n'aime pas ça. Des femmes vieillissantes, on n'aime pas ça. Naturopathes, on n'aime pas ça. Puis le balai, là, c'est pas anodin, là, ça représente les tâches ménagères, puis là, ils l'ont dans la fourche. La zone érogène. La zone, t'imagines ça à quel point tout ça est... Oui, c'est ça. Tu me parlais beaucoup de plaire qui a fait partie de ta vie, qui t'a un peu effacé même parce que tu n'existais que dans le regard des autres. Ouais. Est-ce que plaire, c'est un désir, un besoin ou une déformation? Oh, shit de merde! Plaire, est-ce que c'est un désir? Un besoin ou une déformation? Ou un peu Et c'est parmi les questions les plus profondes que j'aurais eues en 30 ans de carrière. 30 ans de carrière. Pour vrai, je niaise pas. Hey, on dirait que je suis pas rendue là dans mon cheminement. Je pense que c'est devenu une déformation. Parce que veux pas... tant que mon réalisateur ou ma réalisatrice dit pas parfait, je refais la scène comme elle veut ou comme il veut. Fait que je dois lui plaire, puis pour avoir le rôle, cette personne-là doit avoir envie de travailler avec moi puis me choisir parmi 20 autres actrices talentueuses. Fait que quelque part, je dois lui plaire. Fait que j'ai une déformation. Un besoin, oui, c'est un besoin aussi. Oui. C'est comme la vérité, c'est que je vais partir, puis j'espère que vous allez dire, elle était sympathique, cette fille-là. Puis est-ce que ça s'inscrit donc aussi dans pas seulement dans ta vie professionnelle, mais dans ta vie personnelle aussi? Tout. Mais je sais qu'on a juste une vie, puis qu'il faut que je me libère de tout ça, puis que blablabla. Pas toi! Ben, oui. Mettons je sais pas quoi répondre. Sur 10, à quel point t'as besoin de plaire. Là, je parle pas cruiser, attirance sexuelle. Là, je parle au sein d'une équipe professionnelle, au sein de ton équipe ici, au sein de... Ben, je pense que c'est malheureusement très important dans notre milieu parce que tu n'es que ton dernier contrat. Oui.
Fait que ce soit un contrat de petit recherchiste ou un contrat d'actrice, je veux dire, c'est une question de contact, c'est une question pour vous, les auditions, c'est des entrevues d'embauche pour nous. Ouais. Puis c'est souvent le mot qui se passe, Ludovic est bon dans telle affaire, on va l'engager parce qu'il est agréable à travailler. Ouais. Puis des fois, le agréable à travailler est quasiment plus important que ce que tu es capable de faire. Puis on est agréable pas qu'on séduit, mais qu'on est ouvert, gentil, bienveillant, puis ça généreux. implique aussi de piler sur son orgueil puis de pas dire nécessairement ce qu'on pense. Ben non. Pour plaire. Quelqu'un t'a fait un commentaire plate ou un patron agit d'une certaine façon avec toi. Tu souris. Tu ravales et tu souris parce que tu veux plaire pour avoir un prochain contrat, parce que tu as une hypothèque, Ben oui. tu as un enfant à manger qui est très gourmand, tu n'as pas de troubles alimentaires. Oui, une actrice, j'ai tellement aimé ça, elle m'a dit, ce métier-là, c'est comme un mauvais amant. Là, j'étais comme Marie-Chantal Perron, salut. Je dis, ah, comment ça? Tu sais, là, il vient chez toi, ce métier-là, c'est un amant, puis il te fait jouir, tout bas, tout côté, là. Puis là, c'est wow, the time of your life. Puis un moment donné, il s'en va, puis il va voir une autre. Puis t'as pas le droit de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu m'appelles plus? Pourquoi t'es parti? T'as pas le droit de poser des questions, personne ne va te répondre. Tout le monde va te sourire. Mais c'est ça. Fait que là, présentement, le métier, mon amant professionnel, ce métier-là me nourrit. Mais je suis très consciente que ça peut arrêter demain, là. Je pense que c'est une excellente C'est analogie. une figure de style super. Puis la pression de la performance, la quête de la perfection est quand même beaucoup dans ton discours et dans ce qu'on se dit depuis le début. Ouais. Est-ce qu'il y a un endroit où tu te permets d'être poche ou d'échouer? Non. Hey, là-dedans, je suis poche, mais c'est pas grave. Ah ben oui. Ben tous les sports, mettons, là, mais tu sais, non. Sauf le spinning pendant 4 heures, parce que t'as été bonne. Non, je le fais plus. Ça me lève le cœur de m'entraîner. Je suis plus capable. Je suis plus capable d'aller dans un gym puis sentir la fonte. Tu sais, je suis plus capable. Ben non, rien. Je veux pas être poche dans ma maternité. Je veux pas être poche dans mes amitiés. Je veux pas être poche comme amoureuse. Je veux pas être poche dans ma job. Je veux pas être poche. C'est où qu'on peut être poche? Non, mais dans le documentaire Crevé, là, une des leçons qu'on peut retenir... C'est botcher. C'est botcher, tu sais. C'est un mot violent, botcher, là, mais c'est comme apprendre à, justement... Laisser aller. Laisser aller. Ben moi, c'est mon grand dilemme, là. Je veux tout tenir en même temps, puis Toi, tu botches où? En ce moment, là. Je laisse répondre Non, c'est une entrevue super pertinente, super human, super profonde. T'as mis full de temps là-dessus. Il n'y a rien de botché dans ta préparation. On va mettre ça dans le bord Ben oui, mêlé. Ben c'est ça, c'est un de mes grandes affaires. Puis je pense aussi c'est ce qui a fâché les madames par rapport à crever et les messieurs, mais qui disaient, ben t'as juste à moi en faire. Mais qu'est-ce que vous voulez que je botche? Ah, ben oui! Ah, ben oui, je vais arrêter d'acheter des... C'est tout ce temps, l'épaisse, je l'avais pas vu. Hey, je vais arrêter de mettre des légumes dans la boîte à lunch de mes enfants. Moi, leur mettre des pogos, m'a botché ça. Ben oui, je vais arrêter d'être une gentille amie, je vais arrêter de botcher. Je vais tous les envoyer chier, qu'est-ce que je botche? Donc, pour répondre à ma question, il n'y a pas nécessairement... Je l'ai pas trouvé. Il n'y a pas de sphère de ta vie où tu te permets d'échouer. Ben, je l'ai pas trouvé. Même en vacances, j'imagine que tu es hyper performante. Mais oui, je performe mes vacances. Italie, on s'en va là, peut-être puis là, telle journée, tout est... Ben oui, je performe mes vacances. Ben oui, c'est la fête de Bowie, là, prochainement. Là, les cadeaux sont achetés depuis un mois, puis je suis comme, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-tu un party de slime ou c'est-tu un party de... T'embarques là-dedans, mon chum, là? Ouais. En février 2014, tu confiais à Yahoo Québec que tu serais sans doute une mère insécure. T'as trouvé ça dans les archives. Est-ce que tu es une mère insécure? J'étais. Okay. Beaucoup. Une mère insécure. Énormément. Puis là, un moment donné, je me suis rendu compte que mon gut feeling n'est pas pire. T'as appris à te faire confiance. Oui, c'est super cliché, là. Mais tu sais, j'ai longtemps été chez le pédiatre en pleurant puis en disant « Mais je pense que j'ai fait quelque chose de pas correct. » Puis là, un moment donné, je le vois que je pense que chaque enfant vient avec son petit baluchon, là. Ouais. Je le vois qu'est-ce qui appartient au baluchon puis les petits nœuds qu'on en défend. Qu'est-ce qui vient dans son package? Son ADN puis sa personnalité à elle, là. Puis qu'est-ce que tu aimerais léguer à tes filles? T'sais, qu'est-ce que tu espères? Tes parents, heureusement, sont toujours avec nous. Ouais. Un jour, les enfants sont condamnés à voir mourir leurs parents. Qu'est-ce que tu espères que tes enfants vont retenir de toi, qui vont dire « Ma mère faisait ça, j'ai appris ça de ma mère. » Ah, shit. Je me pose souvent la question, c'est quoi nos valeurs qu'on préconise à la maison? Ça va être quoi notre legs?
sais, en dehors de la boule disco, puis on a dansé en défaisant de la vaisselle, là, quelque chose de vraiment plus profond, puis Mon chum te répondrait la curiosité. Pour lui, c'est un truc fondamental. Vraiment, la curiosité puis le bonheur. Ça, c'est vraiment ce que lui préconise. Moi, la bienveillance. Moi, je trouve ça. La loyauté puis la bienveillance. Envers soi, puis envers les autres. Moi, je veux que mes enfants arrivent à ce que ça m'a pris 40 ans à faire, être bienveillant envers soi, puis être bienveillant envers les autres, puis loyal. La famille, pour moi, les Gervais Diaz, c'est une petite mafia. On va terminer là-dessus. Il nous reste un petit segment. Est-ce que tu les questions à rafale? En moins de 20 questions, 2 minutes. Cameron Diaz ou Sébastien Diaz? Sébastien Diaz. Le monde de Charlotte ou le monde à part? Shit. Un monde à part, parce que c'était mon rêve de TQ. La passion de ton chum qui t'a rejoint le moins? Les films d'horreur des années 80, italiens, traduits dans un anglais approximatif à 11h le soir. Quelles sont tes connaissances inutiles que tu maîtrises, là, tu sais, genre, tu pourrais aller à tous pour un pour ça, mais qui sont complètement inutiles? Toute la décoration des années 50 à 1970. Ta meilleure skills d'actrice, c'est laquelle? L'empathie dans le jeu et je pense le côté sanguin. Je suis capable de faire des personnages très colériques, très émotifs, très... ouais. Perdre le goût, perdre l'odorat? Perdre l'odorat, je pense. Le potin le plus weird / drôle que t'as déjà entendu à ton sujet? Supposément que moi, j'aurais couché avec toute l'équipe des Canadiens. Ah? À quelle époque? Plus l'époque où j'étais sur Saint-Laurent, là, puis que je dansais au Radio Lounge le vendredi après la Fureur. Mais j'ai eu aucune relation, ni même frenché, ni même été dans la même pièce qu'aucun joueur des Canadiens. Est-ce que, entre plus avoir besoin de faire de sieste ou plus avoir besoin de post-it? Plus avoir besoin de faire de sieste. La personnalité avec qui tu as joué qui t'a le plus impressionné? C'est Et ou Starstruck? Céline Bonnier, je pense. Le livre que tu recommandes / donnes le plus? On en a parlé tantôt, Sorcière de Mona Cholet. Full. Sinon, la version qui n'intéresse personne, je l'ai beaucoup offert cette année. Pas lu encore. Kijiji ou Marketplace? Marketplace. Ton meilleur deal de Marketplace? Moi, je vais te dire quelque chose de terrible. Je fais pas de deal sur Marketplace parce que j'écris aux gens pour leur dire qu'ils vendent pas leur affaire. Non, mais que peut-être toi, t'as acheté que t'étais quand même... Non, j'ai écrit à la personne, j'ai dit ton étagère que tu vends 20$, là, elle vaut 1200. Juste que tu le saches. La patente la plus weird que t'as acheté ou que t'as voulu acheter en ligne? Beaucoup de choses. Ton sacre préféré? Il est complexe. C'est Asti de tabarnak de calice de bout de vierge. Mais toujours la même musicalité. Ah oui, c'est ça, il y a quand même. Asti de tabarnak de calice de bout de vierge. Chaque mot a son histoire. Oui, puis juste tabarnak, c'est pas pareil. Il faut 4 notes. Qui French mieux? Alain Zoubi ou Sébastien Huberdeau? C'est là-dessus que se termine notre entretien. Merci beaucoup, Bianca.